Vous êtes sur le Popcast, le podcast de deux curieux qui parlent de la pop culture. Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Popcast, notre podcast qui parle de la culture populaire, de cinéma, de bande dessinée ou de littérature. Tout y est, cher Maxence, qu'avons-nous prévu aujourd'hui ? Cette fois, Noah, nous plongeons la tête la première dans un registre littéraire que j'affectionne tout particulièrement, le fantastique. Quoi de mieux en cette période automnale que de se plonger dans les nouvelles de Maupassant et de dépoussiérer tout ça ? Alors prenez-vous un jus de citrouille et venez nous rejoindre. Si pour vous, le fantastique est synonyme de vieux textes poussiéreux que vous avez lus en 4e, ou si vous êtes incollable sur toutes ces nouvelles, dans tous les cas, vous allez adorer et vous êtes au bon endroit. On commence tout de suite, petit tour de table, alors aujourd'hui on n'est que deux, mais petit tour de table pour demander chacun comment est-ce qu'on a découvert le fantastique et ce genre littéraire. Je me tourne vers toi Noah, comment est-ce que tu as découvert le fantastique ? Alors, lorsque j'étais en 4e, notre prof de français nous a fait étudier différentes nouvelles, réalistes et fantastiques, et j'ai tout particulièrement affectionné le fantastique, qui fait que l'on garde le doute jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est réel, si c'est irréel, fantastique justement. Et à ce moment-là, il y avait déjà des nouvelles qui t'avaient marqué, que tu avais pu découvrir Bien, il y avait La Morte de Maupassant. C'est une histoire dans laquelle un homme perd sa femme et il devient un peu fou, il va dans un cimetière et il voit des choses étranges. Et également La Cafetière de Théophile Gautier. Eh bien pour ma part, pareil, j'ai découvert le fantastique en 4e, c'était une découverte comme ça, de nouvelles différentes, et je pense qu'une des premières que j'ai lues, ça devait être Le Horla, qui aujourd'hui est ma préférée de Guy de Maupassant, qui est bien sûr la plus connue, qui, on va en reparler après, hein, mais bien sûr, mais qui nous plonge vraiment dans tout l'esprit fantastique qu'on peut évidemment relire à chaque octobre. Moi je sais qu'à chaque fois en octobre, je ressors mon recueil de nouvelles de Maupassant pour me les refaire et pour me remettre dans l'ambiance, puisque c'est un genre qui est assez controversé quand on le connaît pas, mais une fois qu'on s'en approche, on voit ce que c'est. Alors bien sûr, il y a des nouvelles qui m'ont marqué, mais on va en parler après, puisque aujourd'hui, l'objectif c'est d'abord de définir ce genre, puisque encore une fois, il n'est pas toujours très clair pour tous, et de parler de 3 nouvelles différentes, à savoir Le Horla, le fameux, Le Veston ensorcelé de Dino Buzzati dans le recueil Le Cas, qui est un peu moins connu, mais tout de même, et puis La Main d'écorché, qui est sûrement une de mes préférées, et que l'on va d'abord vous lire pour ensuite en parler. Comme ça, vous pourrez avoir d'abord la nouvelle, et puis bien sûr, on espère qu'en faisant ça, on va vous inciter à aller lire les autres, à vous faire votre propre avis, et à vous plonger dans cette ambiance-là. Avant toute chose, donc je pense qu'il est primordial de redéfinir ce qu'est le fantastique, parce qu'il est souvent confondu avec d'autres genres. Le fantastique est donc un registre littéraire très populaire du 19e siècle. Son nom provient du grec fantastikos, signifiant imaginaire, irréel. Les récits fantastiques sont vraiment très précis, très ciblés, et souvent injustement confondus avec d'autres registres. Ils se déroulent déjà dans un univers complètement réaliste, dans lequel intervient un élément surnaturel, et le fait justement est de se demander est-ce que l'élément est surnaturel ou non. Contrairement, et on les confond souvent, à la fantasy et au merveilleux, à l'héroïque fantasy, au médiéval, dans lesquels le surnaturel est instauré dès le départ, ou encore l'horreur, où l'objectif est directement de faire peur, bien que je trouve que le fantastique se rapproche davantage du sentiment de tension qu'il peut y avoir dans l'horreur, plutôt que des dragons qui volent qu'il peut y avoir dans la fantasy. Alors je caricature, bien sûr, c'est bien plus que ça, mais vous l'aurez compris, je pense, je suis très fan du fantastique, et l'héroïque fantasy me touche un peu moins. Oui, le fantastique n'effraie pas directement, mais présente une atmosphère inquiétante, étrange de tension, comme tu l'as si bien dit. Il est essentiel, en effet, que les récits fantastiques passent par le doute du personnage et donc du lecteur, parce qu'il est souvent impossible de savoir si l'élément extraordinaire, surnaturel, étrange est vrai, ou si ce n'est qu'une hallucination de la part du héros, et cette sensation elle est renforcée par 2 points. Tout d'abord, le narrateur s'exprime à la première personne, toujours, comme ça le lecteur n'a pas d'avis extérieur, et il possède que le point de vue du héros, qui se retrouve seul face au surnaturel, ou seul face à sa folie, et donc il n'a pas forcément l'esprit critique nécessaire, ou la clairvoyance de le savoir. Et ensuite, l'utilisation récurrente de modalisateurs qui permettent d'accentuer le doute, car ils expriment la nuance. Donc là, ça va être sûrement, vraisemblablement, on va utiliser des verbes comme supposer. Inquiétant tout cela. Un conte fantastique pourrait être défini par 4 éléments, un peu à la manière du schéma narratif. Tout à fait, on a la situation initiale qu'on retrouve, l'histoire débute dans un univers
réaliste, avec des personnages normaux, on peut décrire leur quotidien. L'exemple qu'on va donner à chaque fois dans le Horla de Maupassant, le narrateur raconte son quotidien dans son journal intime, il dit qu'il passe une excellente journée en bas de l'arbre qui est dans son jardin, il dit observer le monde qui l'entoure, et petit à petit, on va voir ce qui va se passer. Ensuite survient un élément déclencheur, à cause duquel intervient le surnaturel, comme l'achat du veston dans la nouvelle Le Veston ensorcelé de Nino Buzzati, dont nous reparlerons tout à l'heure, ou dans le Horla pour garder cet exemple, lorsque le personnage est pris d'une étonnante fièvre suite au passage d'un trauma brésilien. La troisième étape, on l'attendait, c'est l'apparition du surnaturel. On va avoir des événements étranges qui vont se produire et qui étonnent le personnage, faisant office d'éléments de bascule. L'exemple, dans le Horla, le personnage est face à la disparition de l'eau dans sa carafe, il voit une fleur s'arracher de la terre sous ses yeux, il soupçonne un esprit, le tout dans une ambiance haletante, c'est-à-dire que c'est décrit de telle manière que les personnages sont toujours pris de fièvre, de maux de tête, de maladies, c'est beaucoup le rapport aussi à la nuit. Maupassant a fait beaucoup de nouvelles qui ont des thèmes récurrents autour des rêveries, de l'onirisme de la nuit, puisque la frontière entre la folie et le rêve est parfois très infime, et donc il soupçonne un esprit, et on va avoir ce côté-là je me souviens dans le Horla, Maupassant qui dit la peur du sommeil, la peur du lit, ça en devient quelque chose comme ça, et c'est d'autant plus intéressant du fait que Maupassant lui-même, il a une carrière et une vie impressionnante, mais il a ce rapport à la folie en lui, mais on y reviendra juste ensuite. Et enfin, après des péripéties durant lesquelles le narrateur commence par refuser l'élément fantastique, survient la situation finale. Une nouvelle se termine toujours par une chute, une fin inattendue. Les nouvelles fantastiques n'échappent pas à la règle, mais laissent constamment planer le doute grâce au dilemme des deux interprétations. La première est celle de l'apparition d'un élément surnaturel, et la deuxième tout simplement d'une explication rationnelle. Qui s'avère d'ailleurs souvent plus effrayante que la surnaturelle, parce que croire à l'apparition d'un spectre, bon, ça fait peur, on est d'accord, mais ça touche pas à la réalité. Alors que penser que rien de surréaliste n'existe, et ne voir que la folie d'un homme qui lui invente des tourments auxquels il ne peut pas échapper, peut parfois davantage nous procurer de l'effroi. Dans le Horla, le lecteur peut penser qu'il existe réellement un esprit qui a pris le pouvoir sur le narrateur, c'est l'explication surnaturelle. Mais aussi que le personnage est juste devenu fou et qu'il s'imagine vivre aux côtés du Horla, d'une voix qui le poursuit, c'est l'explication rationnelle. Tout à fait, et alors avant de passer aux nouvelles, on souhaitait rapidement restructurer la vie de Guy de Maupassant, parce qu'on n'aura sûrement pas l'occasion de le faire sur un autre podcast. Alors bien sûr, toute son existence, toute sa vie et également son œuvre ne touchent pas qu'au fantastique, mais pour comprendre comment il en est arrivé au genre fantastique, on trouve intéressant de parler de toute sa vie. Alors ça va être, bien sûr, on peut pas être exhaustif, mais néanmoins, on va essayer d'aller dans le détail pour essayer de comprendre tout ça. Donc Guy de Maupassant, c'est un écrivain français qui est reconnu pour ses plus de 300 nouvelles et ses 6 romans réalistes et fantastiques. Il est né en 1850 en Normandie, qui est d'ailleurs très très récurrente dans ses nouvelles. Je pense souvent elle se passe, comme ses nouvelles, même ses nouvelles réalistes, se passent souvent dans la campagne de Normandie. Sa région donc d'enfance, la Normandie, et ses habitants lui ont inspiré certaines œuvres sous l'œil conseillé de son mentor Flaubert. Toujours dans la volonté d'écrire la réalité sans rien embellir, il s'inscrit très vite comme référence du réalisme, courant littéraire très populaire du 19e, et après des études de droit et un emploi au ministère de la Marine, il devient journaliste, lui permettant un accès facile à la publication de nouvelles. Il est ensuite mobilisé pour la guerre franco-prussienne de 1870, et son expérience deviendra un des thèmes principaux, voire récurrents de ses récits. Il y en a quelques-uns qui reviennent, la guerre, comme dans la nouvelle Boule de Suif, au même titre que la famille, la paternité et bien sûr la maladie, la folie. Il commence ses premiers écrits en 1875, qui étaient généralement publiés dans la presse sous divers pseudonymes. C'est le point de départ de sa réussite. Il faudra cependant attendre 1883 pour la parution de son premier roman intitulé Une vie. S'en suivent ses plus grands succès comme Belle Amie, où il raconte l'ascension ambitieuse d'un séducteur, La Maison Tellier, recueil de nouvelles où fourmillent les relations entre les différentes classes sociales, ou encore le très célèbre Le Horla, dans lequel il extériorise sa dépression et ses angoisses. Il ne se limite pas à son réalisme, mais s'essaye au fantastique et au naturalisme, bien différent de son camarade Zola. Puisque le naturalisme, c'est du réalisme encore plus réaliste que le réalisme. Et c'était Émile Zola qui était vraiment le représentant de ce mouvement-là. Maupassant
devient malade, il perd la raison, il sombre aussi dans la folie, il est atteint de paralysie puisqu'il a la syphilis et il décède en 1893 à l'âge de 43 ans. Guy de Maupassant laisse derrière lui son style pessimiste, aujourd'hui très en vogue, et ses nombreux écrits angoissants, ainsi que ses belles moustaches. Belle moustache. Belle moustache. Bien joué. Belle moustache. Nous allons donc attaquer la première nouvelle fantastique dont nous voulions parler, qui est le Horla, que je n'ai pas pu lire. Et je connais l'histoire en général. C'est l'histoire d'un homme qui voit passer un bateau, un 3 mois brésilien, il me semble. Oh, très juste. Eh oui. il est, vous voyez un petit peu, on est des journalistes qui débutent, j'ai envie de dire. Et ce podcast-là, c'est le symbole de la jeunesse qui se met au service de la société pour livrer des choses qui sont pleines d'informations, pleines de bonne volonté. Et là, on a face à nous un homme heureux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a même pas lu l'ouvrage duquel on parle, mais il sait en parler à la perfection. Et sachez que je suis juste à côté, j'en suis extrêmement admiratif. Merci. Ça y est, on a pété les plombs. Bon, il voit donc passer ce bateau et s'ensuit de nombreux événements qui altèrent sa santé. Il est pris de fièvre, de maux de tête totalement inexpliqués. Oui, alors si on revient beaucoup sur cette histoire de bateau, c'est parce que certains pensent justement que, donc autour du Horla, pourquoi la nouvelle s'appelle le Horla, c'est parce que le narrateur, qui n'est pas Maupassant, mais on voit que la peur qu'il ressent lui-même, il la met dans son narrateur. Tout au long, le personnage principal va avoir l'impression d'être suivi par une présence, par une âme qui l'observe. Il y a notamment un passage qui est abominable dans lequel il décrit que chaque nuit il a l'impression que quelqu'un monte sur son lit pour venir l'étouffer, l'égorger, et c'est vraiment très prenant à lire parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. Et donc le Horla, ce serait le nom qu'il lui donne, une manière de le nommer, de l'appeler, même si c'est jamais vraiment dit dans la nouvelle. Et donc quand on parle de ce 3-mâts brésilien, eh bien c'est sûrement parce que, alors voilà, encore une fois, c'est pas dit clairement dans la nouvelle, mais si on insiste autant là-dessus, alors que c'est un détail assez futile, c'est que certains pensent que ce Horla vient de ce bateau, et qu'en passant, en décrivant cette belle journée ensoleillée, le Horla vient dans sa maison et le hante. Et cette nouvelle, elle est vraiment très effrayante, parce qu'elle présente donc l'évolution d'un trouble mental, et c'est une manière de le faire qui est assez inédite, alors qui s'est revue ensuite, mais on a, voilà, comme tu le disais, des hallucinations, la peur de l'autre, la peur d'autrui, surtout qu'il y a eu 2 versions. Alors la première, je ne l'ai jamais lue, mais je ne l'ai jamais lu en 1886, et la deuxième qui est vraiment beaucoup plus connue l'année d'après, en 1887, et donc c'est sorti dans le recueil Le Horla. Et donc ici, on est également là vraiment dans le schéma de la nouvelle, en droit de se demander, est-ce que vraiment quelqu'un pourchasse le héros, ou est-ce que c'est que ses troubles? Et vraiment, je réinsiste également là-dessus, mais c'est plus effrayant de se dire que le héros est fou et qu'il invente sa carafe se vider, qu'il invente des fleurs qui volent, qu'il invente un vélo qui roule tout seul, plutôt que de se dire qu'il y a vraiment un esprit. Et il y a notamment la dernière phrase du Horla que je souhaitais vous lire, parce qu'elle est tout bonnement effrayante. Alors bien sûr, ça va divulgacher, spoiler un peu, mais on pense que c'est assez populaire pour qu'on puisse se permettre ça, et même en sachant la fin, vous pouvez foncer tête baissée dans le Horla pour le découvrir si c'est pas encore fait, puisque c'est quelque chose qui est récurrent aussi dans les nouvelles fantastiques, et on en reparlera avec le Veston ensorcelé, c'est de se dire que cette force-là, qui hante un objet, un lieu, une personne, ne peut être détruit si la personne qui est hantée ne l'est pas. Et donc à ce moment-là, le personnage de Maupassant met le feu à sa maison. Et c'est abominable, il s'en rend plus compte, mais il en a tellement marre, parce que la nouvelle est assez longue du fait qu'il va voyager pour prendre l'air au bord de la mer, il va beaucoup mieux, il revient, il y a une rechute, et il va aussi voir, c'est les débuts du spiritisme. On a ces espèces de devins, on ne sait pas trop ce que ça vaut à ce moment-là, au 19e, et donc lui, ça va beaucoup le questionner à ce moment-là, Maupassant et son personnage, puisqu'il en parle dans cette nouvelle. Et à la toute fin du roman, de la nouvelle, pardon, il met le feu à sa maison, et il se rend compte que donc il s'en va et il se rend compte sans faire exprès qu'en mettant le feu à sa maison juste pour lui, il a tué dans l'incendie ses servantes, les gens qui travaillent pour lui, et il s'en est même pas rendu compte, et là c'est la vraie folie qui le gagne. Et il y a cette dernière phrase qui est horrible, il écrit non, non sans aucun doute il n'est pas mort, alors il va donc falloir que je me tue moi. Et donc une fois qu'on a un homme qui a tué sa maison, persuadé de se libérer de cette emprise-là, et qui va se retrouver à se dire que non, même s'il a brûlé la maison, même s'il a tué tout le monde, emporté dans sa folie, la présence est toujours là, et que du moment qu'il met pas fin à ses jours, et ben c'en est pas fini. Et ça fait peur, c'est effrayant.
Encore une fois, c'est ce doute persistant. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, et c'est ça qui est vraiment effrayant. Moi, je l'avais pas lu, là, tu viens de me lire ce passage effrayant. C'est fini pour le Horla, on passe au veston ensorcelé, et cette fois, regardez comment on a bien fait notre travail, les deux l'ont lu. Et c'est une nouvelle que moi j'avais découvert en 4e justement, et que là j'ai fait découvrir à Noah. Donc est-ce que tu pourrais nous la redire rapidement et dire ce que tu en as pensé? Eh bien, dans cette nouvelle, nous avons affaire à un homme qui va voir un autre homme lors d'une soirée qui trouve son costume très élégant. Il lui demande donc le nom de son tailleur et va à l'adresse que lui a donné l'homme. Il trouve donc un homme fort sympathique, un vieillard, qui va lui faire un costume. Et il va donc plus tard enfiler ce costume, et en fouillant dans sa poche droite, il va trouver des billets à l'infini, et il va devenir riche. Sauf que plus tard, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il sort un billet de sa poche, il y a un accident dans le monde. Par exemple, un cambriolage, un camion rempli d'argent qui a été détourné, et il pense que tout cet argent qu'il sort de sa poche vient de ces drames. Au final, il va donc céder à l'appel de l'argent, on va dire. Il va s'acheter une villa, une voiture, des servants. Il va vouloir donc se débarrasser de ce veston, parce que dans sa tête, il y avait toujours un dilemme. Est-ce que c'était vraiment l'argent de ses accidents qui allait dans son veston? Il n'en savait rien et il se sentait coupable d'être peut-être le responsable des malheurs de ce monde. Il va donc vouloir brûler ce veston. Il va le faire, il va brûler son veston. Et en rentrant, il va voir que sa villa a disparu, sa voiture a disparu, tout ce qu'il avait acheté avec l'argent qui est sorti de ce veston a disparu. Et c'est encore plus affolant, c'est-à-dire que certes ça a disparu, mais il dit qu'il reprend donc un train de vie normal, et que quand il va travailler jour après jour, ses collègues de bureau ne semblent pas remarquer le fait qu'il n'ait plus d'argent. Et ça c'est impressionnant parce que cette dernière phrase-là que Dino Buzzati met enfin comme avec malice, on peut la comprendre. Donc encore une fois, avec ce doute-là, oui, il y a vraiment un esprit qui hantait le veston, les billets, tout ça. Mais est-ce qu'il n'a pas tout inventé ? Est-ce qu'il n'est pas fou ? Est-ce qu'il n'a pas rêvé pour que personne autour de lui, à son travail, ne se pose la question ? Et donc quand on referme et qu'on se dit bon, tout est revenu à la normale, c'est bizarre, il y a une espèce de sorcellerie qui le hantait, il en est libéré. Et non. Puisqu'autour de lui, les gens aussi n'ont pas remarqué ce changement-là comme s'il avait rêvé. Et les dernières phrases, toujours les dernières phrases des Nouvelles Fantastiques, elles sont splendides. Celle-ci, elle est géniale. C'est qu'il dit « Et je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour la sonnette de la porte retentira. J'irai ouvrir et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur avec son sourire abject pour l'ultime règlement de compte. » Et on nous laisse avec ça. Et moi, je dois dire que j'adore en littérature ou quoi, les fins ouvertes. Les fins, on ne nous dit pas. Alors je sais que c'est une unpopular opinion, les gens aiment pas ça en général. Moi j'adore quand on ne dit pas, quand c'est au lecteur d'avoir le doute. Et bien sûr, c'est ça qui revient dans les Nouvelles Fantastiques. Ouais, encore une fois, on a ce doute à la fin. Comme tu l'as dit, une fin ouverte, c'est intéressant. On peut imaginer toutes les possibilités parce que, rappelons-le, il doit de l'argent à ce tailleur parce que ce costume, il l'a acheté. Mais il ne l'a pas payé. Et en fait, il l'a pas payé. Il a pris le costume, mais il l'a pas payé. Et le tailleur, il lui a dit paie-moi plus tard. Et ce qui est en lien d'ailleurs quand il croise l'homme au début, l'homme lui dit que ça fait des années qu'il a le complet, il ne lui a toujours pas demandé d'argent, et ça va en lien avec ça, c'est-à-dire que déjà dès le début, alors qu'on est dans la situation initiale où rien n'est surréaliste, déjà il y a des petits signes, notamment lorsqu'il rencontre le tailleur et qu'il le trouve très sympathique, très charmant, et que le lendemain, pour une raison inexplicable, il va ne pas, sans savoir pourquoi, ne pas vouloir porter ce veston et avoir une très mauvaise image de cet homme. Il y a de quoi porter à confusion, et même quand il va recevoir le complet, qu'il voulait tant, qu'il trouvait si beau, même en le trouvant toujours si beau, il ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui ne lui donne pas envie de le mettre. Et il y a des petits détails comme ça, une fois qu'on a lu toute la nouvelle et qu'on la relit, on peut profiter des petites choses que glissent les auteurs. Et notamment, il y a quelque chose aussi qui est très très récurrent dans les Nouvelles Fantastiques, c'est le refus du surnaturel. On n'en a pas parlé au début, mais il y a toujours ça. Dans le Horla, c'est la même chose. Le personnage se demande d'abord, et ça c'est même dit, se demande s'il n'est pas fou, se demande s'il n'invente pas. Et là pareil, il commence par refuser le surnaturel en se disant que c'est des éléments qui ont une coïncidence, que ça n'a rien à voir. Et donc on nous propulse pas, et c'est toujours en lien avec le fait que c'est pas de la fantaisie, que c'est pas un univers irréel. On nous met toujours le dilemme dès le début. Nous allons maintenant parler de la troisième et dernière nouvelle fantastique que nous voulions évoquer,
qui est La main d'écorché de Guy de Maupassant, qui est paru en 1875. Nous n'allons pas vous faire de résumé, on va même vous la lire, hein, Et oui, parce que c'est plus sympa. c'est plus sympa et on va comme ça vous faire une petite expérience immersive et vous permettre de la sorte de la découvrir. Donc on va alterner chacun la lecture. La nouvelle est courte, on n'en a pas pris une de 40 pages, on vous rassure, vous pourrez vous barrer vite. Mais ok. La main d'écorché. Il y a 8 mois environ, un de mes amis, Louis R, avait réuni un soir quelques camarades de collège. Nous buvions du punch et nous fumions en causant littérature, peinture et en racontant de temps à autre quelques joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout à coup, la porte s'ouvre toute grande et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. « Devinez d'où je viens !» s'écria-t-il aussitôt. « Je parie pour ma bille !» répond l'un. « Non, tu es trop gai, tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle ou de mettre ta montre chez ma tante !» reprend un autre. « Tu viens de te griser !» riposte un troisième. « Et comme tu as senti le punch chez Louis, tu es monté pour recommencer. »« Mais vous n'y êtes point, je viens de P en Normandie, où j'ai passé 8 jours et d'où je rapporte un grand criminel de mes amis que je vous demande la permission de vous présenter. » À ces mots, il tira de sa poche une main d'écorché. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue et comme crispée. Les muscles d'une force extraordinaire étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée, les ongles jaunes étroits étaient restés au bout de ses doigts. Tout cela sentait le scélérat d'une lieue. « Figurez-vous, dit mon ami, qu'on vendait l'autre jour les défroques d'un vieux sorcier bien connu dans toute la contrée. Il allait au sabbat tous les samedis, sur un manche à balai, pratiquait la magie blanche et noire, donnait aux vaches du lait bleu et leur faisait porter la queue comme celle du compagnon de saint Antoine. » Toujours est-il que ce vieux gredin avait une grande affection pour cette main, qui, disait-il, était celle d'un célèbre criminel supplicié en 1736 pour avoir jeté la tête la première dans un puits sa femme légitime, ce quoi faisant, je trouve qu'il n'avait pas tort, puis pendu au clocher de l'église le curé qui l'avait marié. Après ce double exploit, il était allé courir le monde, et dans sa carrière aussi courte que bien remplie, il avait détroussé 12 voyageurs, enfumé une vingtaine de moines dans leur couvent, et fait un sérail d'un monastère de religieuses. « Mais que vas-tu faire de cette horreur ?» nous écriâmes-nous. « Eh, parbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette, pour effrayer mes créanciers. »« Mon ami, dit Henry Smith, un grand anglais très flegmatique. Je crois que cette main est tout simplement de la viande indienne conservée par le procédé nouveau. Je te conseille d'en faire du bouillon. »« Ne raillez pas, messieurs, reprit avec le plus grand sang-froid un étudiant en médecine aux 3 quarts gris. Et toi, Pierre, si j'ai un conseil à te donner, fais enterrer chrétiennement ce débris humain de crainte que son propriétaire ne vienne te le redemander. Et puis, elle a peut-être pris de mauvaises habitudes, cette main, car tu sais le proverbe, qui a tué, tuera. »« Et qui a bu, boira !» reprit l'amphitryon. Là-dessus, il versa à l'étudiant un grand verre de punch. L'autre l'avala d'un seul trait et tomba ivre-mort sous la table. Cette sortie fut accueillie par des rires formidables, et Pierre, élevant son verre et saluant la main, « Je bois, dit-il, à la prochaine visite de ton maître. » Puis on parla d'autre chose et chacun rentra chez soi. Le lendemain, comme je passais devant ma porte, j'entrai chez lui. Il était environ 2 heures, je le trouvais lisant et fumant. « Eh bien, comment vas-tu » lui dis-je. « Très bien, me répondit-il. Et ta main ?»« Ma main, tu as dû la voir à ma sonnette, où je l'ai mise hier soir en rentrant, mais à ce propos, figure-toi qu'un imbécile quelconque, sans doute, pour me faire une mauvaise farce, est venu carillonner à ma porte vers minuit. J'ai demandé qui était là, mais comme personne ne me répondait, je me suis recouché et rendormi. En ce moment, on sonna. C'était le propriétaire, personnage grossier et fort impertinent. Il entra sans saluer. « Monsieur, dit-il à mon ami, je vous prie d'enlever immédiatement la charogne que vous avez pendue à votre cordon de sonnette, sans quoi je me verrai forcé de vous donner congé. »« Monsieur, reprit Pierre avec beaucoup de gravité, vous insultez une main qui ne le mérite pas. Sachez qu'elle a appartenu à un homme fort bien élevé. » Le propriétaire tourna les talons et sortit comme il était rentré. Pierre le suivit, décrocha sa main et l'attacha à la sonnette pendue de son alcôve. « Cela vaut mieux, dit-il. Cette main, comme le frère, il faut mourir. Des trappistes me donnera des pensées sérieuses. Tous les soirs en m'endormant, au bout d'1 heure, je le quittais et je rentrais à mon domicile. Je dormis mal la nuit suivante. J'étais agité, nerveux, plusieurs fois je me réveillais en sursaut. Un moment même, je me figurais qu'un homme s'était introduit chez moi et je me levais pour regarder dans mes armoires et sous mon lit. Enfin, vers 6 heures du matin, comme je commençais à m'assoupir, un coup violent frappé à ma porte me fit sauter du lit.
C'était le domestique de mon ami, à peine vêtu, pâle et tremblant. « Ah, monsieur !» s'écria-t-il en sanglotant. « Mon pauvre maître qu'on a assassiné !» Je m'habillai à la hâte et je courus chez Pierre. La maison était pleine de monde. On discutait, on s'agitait. C'était un mouvement incessant. Chacun pérorait, racontait et commentait l'événement de toutes les façons. Je parvins à grand-peine jusqu'à la chambre, la porte était gardée. Je nommai, on me laissa entrer. 4 agents de la police étaient debout au milieu, un carnet à la main. Ils examinaient, ils se parlaient bas de temps en temps et écrivaient. 2 docteurs causaient près du lit sur lequel Pierre était étendu sans connaissance. Il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Ses yeux démesurément ouverts, ses prunelles dilatées semblaient regarder fixement avec une indicible épouvante une chose horrible et inconnue. Ses doigts étaient crispés, son corps à partir du menton était recouvert d'un drap que je soulevais. Il portait au cou les marques de 5 doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans sa chair. Quelques gouttes de sang maculaient sa chemise. En ce moment, une chose me frappa. Je regardai par hasard la sonnette de son alcôve. La main d'écorché n'y était plus. Les médecins l'avaient sans doute enlevée pour ne point impressionner les personnes qui entreraient dans la chambre du blessé, car cette main était vraiment affreuse. Je ne m'informais point de ce qu'elle était devenue. Je coupe maintenant, dans un journal du lendemain, le récit du crime, avec tous les détails que la police a pu se procurer. Voici ce qu'on y lisait. Un attentat horrible a été commis hier sur la personne d'un jeune homme, monsieur Pierre B, étudiant en droit, qui appartient à une des meilleures familles de Normandie. Ce jeune homme était rentré chez lui vers 10h du soir. Il renvoya son domestique, le sieur Bouvin, en lui disant qu'il était fatigué et qu'il allait se mettre au lit. Vers minuit, cet homme fut réveillé tout à coup par la sonnette de son maître, qu'on agitait avec fureur. Il eut peur, alluma une lumière et attendit. La sonnette se tut environ 1 minute, puis reprit avec une telle force que le domestique, éperdu de terreur, se précipita hors de sa chambre et alla réveiller le concierge. Ce dernier courut avertir la police et, au bout d'1 quart d'heure environ, 2 agents enfonçaient la porte. Un spectacle horrible s'offrit à leurs yeux. Les meubles étaient renversés, tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu entre les victimes et le malfaiteur. Au milieu de la chambre, sur le dos, les membres raides, la face livide et des yeux effroyablement dilatés, le jeune Pierre B gisait sans mouvement. Il portait au cou les empreintes profondes de 5 doigts. Le rapport du docteur Bourdeau, appelé immédiatement, dit que l'agresseur devait être doué d'une force prodigieuse et avoir une main extraordinairement maigre et nerveuse, car les doigts qui ont laissé dans le cou comme 5 trous de balles s'étaient presque rejoints à travers les chairs. Rien ne peut faire soupçonner le mobile du crime, ni quel peut en être l'auteur. La justice informe. On lisait le lendemain dans le même journal. Monsieur Pierre B, la victime de l'effroyable attentat que nous racontions hier, a repris connaissance après 2 heures de soins assidus donnés par monsieur le docteur Bourdeau. Sa vie n'est pas en danger, mais on craint fortement pour sa raison. On n'a aucune trace du coupable. En effet, mon pauvre ami était fou. Pendant 7 mois, j'allais le voir tous les jours, à l'hospice où nous l'avions placé, mais il ne recouvra pas une lueur de raison. Dans son délire, il lui échappait des paroles étranges, et comme tous les fous, il avait une idée fixe. Il se croyait toujours poursuivi par un spectre. Un jour, on vint me chercher, en toute hâte, en me disant qu'il allait plus mal. Je le trouvais à l'agonie. Pendant 2 heures, il resta fort calme, puis tout à coup, se dressant sur son lit malgré nos efforts, il s'écria en agitant les bras et comme en proie à une épouvantable terreur. « Prends-la, il m'étrangle! Au secours! Au secours !» Il fit 2 fois le tour de la chambre en hurlant, puis il tomba mort, la face contre terre. Comme il était orphelin, je fus chargé de conduire son corps au petit village de P, en Normandie, où ses parents étaient enterrés. C'est de ce même village qu'il venait, le soir où il nous avait trouvés buvant du punch chez Louis R, et où il nous avait présenté sa main d'écorché. Son corps fut enfermé dans un cercueil de plomb, et 4 jours après, je me promenais tristement avec le vieux curé qui lui avait donné ses premières leçons dans le petit cimetière où l'on creusait sa tombe. Il faisait un temps magnifique. Le ciel, tout bleu, ruisselait de lumière, les oiseaux chantaient dans les ronces du talus, où bien des fois, enfants, tous 2 nous étions venus manger des mûres. Il me semblait encore le voir, se faufiler, le long de la haie et se glisser dans le petit trou que je connaissais bien, là-bas, tout au bout du terrain, où l'on enterre les pauvres. Puis nous revenions à la maison, les joues et les lèvres noires de jus des fruits que nous avions mangés. Et je regardais les ronces, elles étaient couvertes de mûres. Machinalement j'en pris une et je la portai à ma bouche. Le curé avait ouvert son bréviaire et marmottait tout bas ses orémus et j'entendais au bout de l'allée la bêche des fossoyeurs qui creusaient la tombe. Tout à coup,
Ils nous appelèrent. Le curé ferma son livre et nous allâmes voir ce qu'ils nous voulaient. Ils avaient trouvé un cercueil. D'un coup de pioche, ils firent sauter le couvercle et nous aperçûmes un squelette démesurément long, couché sur le dos, et qui de son œil creux semblait encore nous regarder et nous défier. J'éprouvais un malaise, je ne sais pourquoi, j'eus presque peur. « Tiens !» s'écria un des hommes. « Regardez donc le gredin à un poignet coupé. Voilà sa main !» Et il ramassa à côté du corps une grande main desséchée qu'il nous présenta. « Dis donc !» fit l'autre en riant. « On dirait qu'il te regarde et qu'il va te sauter à la gorge pour que tu lui rendes sa main. »« Allons, mes amis, dit le curé, laissez les morts en paix et refermez ce cercueil. Nous creuserons autre part la tombe de ce pauvre monsieur Pierre. » Le lendemain, tout était fini et je reprenais la route de Paris après avoir laissé 50 francs au vieux curé pour dire des messes pour le repos de l'âme de celui dont nous avions ainsi troublé la sépulture. C'est fini ? Qu'est-ce que tu en penses, Noah, de cette nouvelle ? C'est ma deuxième préférée, après le veston ensorcelé. Moi, pour moi, elle est parfaite, elle est courte, on a le doute jusqu'au bout, on ne sait pas ce qui s'est passé en vrai. Et ouais, je l'ai adoré. Et ben moi j'ai pour coutume de toujours, alors autant j'en relis plusieurs pendant le mois d'octobre, autant celle-là je me la relis tous les 31 octobre, le soir d'Halloween bien sûr, je ne vous apprends rien, pour me remettre bien dans l'ambiance, parce qu'en plus on parlait de fin ouverte précédemment, là pour une fois on n'a pas une fin qui est ouverte, mais on a une fin qui laisse, alors pas le même doute que d'habitude, mais qui laisse plutôt plusieurs interprétations, et d'ailleurs le narrateur qui parle n'est pas celui qui est victime du sort, j'ai envie de dire, contrairement au Horla qu'on a cité ou au veston ensorcelé, dans lequel le narrateur était lui-même victime, mais encore une fois on n'a que la première personne du singulier, et c'est quelque chose qui est récurrent, je pense notamment à la nouvelle La Peur. Alors il y en a deux qui s'appellent La Peur, mais il y en a une plus connue que l'autre de Maupassant, dans laquelle un homme raconte qu'un jour sur un bateau, un homme lui a raconté les deux choses les plus effrayantes qu'il a vues ou vécues, je ne me souviens plus. Et donc là, on a un récit dans le récit, et on peut quand même, avec ça, faire quelque chose d'effrayant. On espère, vous aussi, on vous l'a lu, on espère qu'à votre tour, vous vous êtes fait une opinion. N'hésitez pas à le mettre en nous écrivant sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, le @lepop.cast, ainsi que sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, en mettant un commentaire par exemple, et en nous contactant si l'épisode vous a plu. On passe aux recommandations, maintenant, parce que ce n'est pas fini. On passe aux recommandations. Comme le genre fantastique est un peu fermé, on a voulu s'émanciper un peu de ça pour nos recos et aller plus vers quelque chose qui est autour du thème de cet épisode, puisque plus loin que ça, on va aussi vers Halloween, vers cette fête-là. Une recommandation, Noah ? Eh bien pour ma part, j'aimerais vous recommander le film Hubie Halloween, qui est disponible sur Netflix et que je regarde chaque 31 octobre. C'est un film américain qui me fait beaucoup rire. C'est l'histoire de Hubie, un employé de supermarché pas très futé, il faut le dire, et qui est détesté par la plupart des membres de sa ville. Il se retrouve accusé d'un meurtre commis le soir d'Halloween dans la sinistre ville de Salem. Eh bah écoute, je ne l'ai pas vu. Eh bah j'irai découvrir cet épisode. Pour ma part, on reste dans le domaine cinématographique, et c'est même plutôt une farce de ma part, puisque je vous propose quelque chose que vous connaissez sûrement. Je vais peut-être vous émouvoir, vous ramener en enfance, parce que qui n'a jamais vu le légendaire épisode de la série de courts-métrages d'animation Donald Duck intitulé Donald et la sorcière, sorti en 1952. C'est vraiment un dessin animé culte. En VO, il s'appelle Trick or Treat. C'est un symbole, c'est un symbole même de la fête d'Halloween, autant que le Noël de Mickey l'est pour les fêtes de fin d'année. Le synopsis pourrait se résumer ainsi. Le soir d'Halloween, Riri, Fifi et Loulou sont costumés et se baladent de quartier en quartier pour la récolte des bonbons. Mais lorsqu'ils sonnent chez leur oncle Donald, ce dernier se montre sournois et refuse de leur donner la moindre friandise. Les neveux, animés par la faim et la vengeance, s'allient avec Hazel la sorcière pour récupérer leur dû. C'est la toute première fois qu'apparaît le personnage d'Hazel, et elle est accompagnée de son balai, Belzébuth. C'est une sorcière d'une grande gentillesse qui marque immédiatement les esprits des spectateurs, autant grâce à son doublage que son physique atypique, stéréotype des sorcières dans le dessin animé cartoon. Et même si elle fut réutilisée dans plusieurs projets de bande dessinée Disney, où sa popularité italienne dépasse parfois même celle de Mystique, le personnage sera surtout réutilisé par le studio concurrent Warner Bros, qui en changeront complètement l'aspect, mais en garderont le nom et la voix. Pour revenir à ce court-métrage, il est resté iconique grâce à la chanson Trick or treat for Halloween.
la chanson Trick or Treat for Halloween, composée par Paul G. Smith, qui c'est vraiment l'esprit des années 50. C'est le mysticisme d'Halloween, c'est malicieux, c'est effrayant, c'est jovial. Et cette même année 1952, Karl Barks, donc le créateur de Picsou, peut-être qu'on en reparlera dans un épisode, et figure emblématique de l'univers des canards, adapte le dessin animé en BD. Donc là, pour une fois, c'est l'inverse, c'est le dessin animé qui a donné la BD, nommé Bobo ou Bonbon, qui reprend l'histoire du court-métrage, mais il faudra attendre 1987 pour sa première publication en France, sous le nom de La Nuit ensorcelée. Bon, vous l'aurez compris, Donald et la sorcière, c'est vraiment un court-métrage innovant, autant dans son esprit décalé que dans le cadre halloweenesque. Je peux que vous conseiller, bien sûr, c'est aussi pour la blague, parce que c'est destiné aux enfants, c'est un court-métrage qui est vraiment très très court, de quelques minutes, 6 minutes si je me souviens bien, mais foncez, allez écouter ça, ça peut que vous faire marrer. Et c'était tout pour ma reco. Eh bien, on espère que cet épisode a fait votre soirée, profitez bien de cette période halloweenesque et amusez-vous bien. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter, à partager, ça nous fait vraiment très plaisir. Allez écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à apprécier l'épisode, à le recommander autour de vous, c'est vraiment très important pour nous, à laisser un commentaire, à le partager, à le faire vivre. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. « 42 plus 15 !» Il y a beaucoup de blabla. Oui, je pense que cet épisode durera 6 minutes une fois que tout sera coupé. Non, en vrai... Non, allez, 25, ouais. 25. Ah oui, non, tu voulais refaire ta phrase, pardon. Oui. Oui, oh, je veux que ça reste. Oui. Ça restera à la fin de l'épisode. Parce qu'on sait qu'il y en a qui écoutent à la fin des épisodes. Belle moustache. Bah, belle moustache. Bien joué. Belle moustache. Toujours Astérix, on avait dit belle moustache. Tintin, et non. Non. Toujours rasé de près, lui. C'est vrai, non, mais c'est vrai, Tintin n'a jamais un poil de travers. Ça, je laisse, ça. Oui. Et à la fin, je mets le passage où je dis ça, je laisse. Oui. J'ai besoin de m'hydrater. Au passant, on sent qu'il était pas net. Ba 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 ren. Ba 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 ren. Tu connais les Beach Boys? J'adore les Beach Boys. Bref, le veston ensorcelé. Ouais. Tu parles. Spooky, scary skeleton. So ta 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 ta. Voilà sa main. Et il ramasse... J'avais fait un article là-dessus, je m'en souviens aussi. On peut faire. Attends, faut que je le retrouve. Trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. Mettre un extrait. Je pense qu'on pourra vous mettre un extrait. À la place de... Sachez que je viens de chanter. Si jamais l'extrait n'est pas là, je viens de chanter. On a vite remplacé ça.